sujet de cette séance, c'est un petit peu de démystifier la blockchain. On posait des questions tout à l'heure à l'espace restauration, est-ce qu'il faut que j'achète du Bitcoin, la blockchain ça fait quoi, ça marche comment, c'est quoi, est-ce que c'est pour les geeks, est-ce que c'est pour les pirates, enfin toutes ces choses-là. Les ICO, le minage, le Monero, les STO, etc. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un buzzword ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Bon, ben justement, on va vous expliquer en 5 minutes ou une vingtaine de minutes qu'est-ce qu'est la blockchain, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et là, je passerai la parole à M. Barbuzange qui vous donnera des exemples très concrets de cas d'usage de la blockchain dans l'industrie aujourd'hui. Donc, avant de vous parler blockchain, on va en faire une définition très très simple, mais qui finalement explique tout, et on va passer 20 minutes à expliciter ce concept. Alors, je vous dirais que la blockchain est à la valeur ce que l'Internet est à l'information. Voilà, je vous laisse 2-3 secondes pour méditer sur le sujet, mais globalement, Internet, c'est un système d'échange d'informations. Okay. La blockchain, c'est un système d'échange de valeurs. Donc ce qu'on va avoir, c'est qu'est-ce qu'Internet, qu'est-ce que la blockchain et qu'est-ce que c'est la valeur finalement. Parce qu'on ne comprend pas la blockchain si on ne sait pas ce qu'est la valeur. Donc un petit retour en arrière à 1969, Charlie Klein, étudiant à l'époque à Stanford, qui a créé ou fait le premier échange d'informations entre deux machines. Et de là est né Internet évidemment. Pour la petite histoire, il a essayé de se loguer à distance sur la machine qui était à 100 km de là. Et il n'a même pas réussi à écrire tout le mot pour log, ça a craché au milieu. Il voulait écrire log et ça a écrit LO, d'où LO en anglais, le petit jeu de mots. Mais ce qui est intéressant là derrière, c'est qu'à l'époque, on avait un protocole, une technologie qui s'appelait TCP/IP pour les techs. Mais le protocole TCP/IP, il gère un échange d'informations entre deux machines. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Évidemment, qu'est-ce qu'on a créé là-dessus? On a créé Internet, on a créé les sites web, on avait tout ce que vous avez aujourd'hui, Facebook, Google, etc., s'appuie sur ces protocoles. D'ailleurs, tous vos réseaux intranet en entreprise s'appuient sur ce protocole. Et ce protocole, il sert à échanger des informations entre deux machines. D'accord? Maintenant, la blockchain, on peut la voir comme un protocole, c'est-à-dire quelque chose qui facilite un échange, mais pas d'informations, mais plutôt de blockchain. Et évidemment, tout comme l'Internet, il lui faut des moyens d'accès, une infrastructure réseau, il lui faut un portail d'accès, ça c'est pas encore trop défini, il n'y a pas encore le Google de la blockchain aujourd'hui, c'est encore un écosystème qui se cherche, qui se définit, qui est en train d'évoluer. Et des moteurs d'exécution de tout ça. Savoir que Internet, il faut bien comprendre que votre navigateur, Chrome, il exécute beaucoup de code, il exécute beaucoup de tout ce qui se passe dans les sites web. La blockchain, on n'a pas encore vraiment défini qui va être l'acteur du marché de demain. Il y a des guerres économiques qui se jouent aujourd'hui, évidemment, vous pouvez vous en douter. Donc, la blockchain, ce qu'on a dit, c'est que c'est un échange de valeurs, donc c'est plus une information, c'est une valeur qui passe de la machine A à la machine B. Maintenant, c'est quoi une valeur? Pour bien comprendre ça, il faut se pencher sur qu'est-ce que l'argent, c'est quoi une valeur? Moi, le premier, avant de m'intéresser à ces sujets, je n'avais pas forcément une idée claire de c'est quoi l'argent finalement. Avant, on avait le troc, c'est-à-dire que 5000 ans avant Jésus-Christ, j'avais une vache, mon voisin avait un lapin, on s'échangeait les choses, bon c'était relativement archaïque. Le problème c'est que je fais comment si j'ai des poulets, l'autre il a que des bœufs, ça devenait compliqué. Donc c'est les Sumériens qui ont inventé un système, peut-être l'innovation la plus disruptive de tous les temps, si vous y pensez, c'est la comptabilité.
simplement. Sans comptabilité, vous n'avez pas d'économie, vous n'avez pas d'échange, vous n'avez rien. La comptabilité est probablement l'innovation de rupture la plus profonde que le monde ait connue. Et donc c'était des tablettes, donc c'était de la comptabilité à entrée unique. Il y avait une personne, le comptable, qui écrivait Georges a donné 100 poulets, l'autre il a vendu une vache, ou j'en sais rien. Et ça a bien marché. Alors évidemment, vous imaginez tout ce qui peut en découler. Le comptable, c'était un très bon ami, voire cousin relatif du roi. Donc le jeu de puissance et politique était très rattaché à cette fonction. Et ça a duré jusque vers l'an 1400, parce que forcément, cette entrée simple ne permettait pas de commerce international, et avec les bateaux et tout ça, on a commencé à vouloir faire des échanges avec des gens qui étaient distants. Et là, il y a quelqu'un qui a inventé, c'est un jésuite, la comptabilité en partie deux entrées. Crédit, débit. Très simple, on est tous, tous les chefs d'entreprise, les comptables connaissent, et tout le monde connaît le bilan actif, passif, etc. Ça, c'est notre comptabilité. Et cette comptabilité, elle fait quoi? C'est-à-dire qu'il faut une banque, donc on introduit la banque, qui dit, j'ai Georges qui a 10, quoi que ce soit, euros, dollars, yens. Il y a Bob qui en a 2. Georges, on donne 2 à Bob. Bob se retrouve avec 4. Et Georges en avait 10, il n'en a plus que 8. Donc finalement, c'est un système de base de données, c'est un registre, la banque exécute ou exerce une tenue comptable de votre compte en banque. D'accord ? Et vous pouvez y accéder par Internet éventuellement, ce qui n'empêche pas que dans ce cas-là, c'est la banque qui gère l'échange de valeurs. Mais ce qu'on a vu, c'est que jusqu'ici, j'ai une banque, c'est-à-dire j'ai un tierce parti qui est là pour faciliter un échange. Et si vous y pensez, c'est exactement la même chose avec les contrats. Un contrat est forcément tripartite. Vous avez à minima 2 parties qui signent le contrat, mais à la fin du contrat, vous mettez que c'est le tribunal de commerce de Blois qui va faire référence. Si vous ne pouvez pas renforcer ou enforcer un contrat, il n'a aucune valeur. Donc tous ces échanges de valeurs sont tripartites dans le modèle actuel. En 1989, les précurseurs de la blockchain, c'est un professeur japonais qui se disait, il n'a pas inventé, mais il commençait à toucher du doigt le concept et se disait, mais si on remplaçait ce tierce party par de la crypto et des ordinateurs, est-ce que les machines pourraient faire ça par elles-mêmes? C'est ça la question. La blockchain est née de ce concept-là. Et évidemment, en 2009, vous avez le fameux Bitcoin qui arrive, Satoshi Nakamoto, voilà, ce personnage, personne ne sait qui c'est d'ailleurs, qui invente le Bitcoin. Et de là est née la blockchain, puisque la blockchain, la première technologie blockchain, c'est celle du Bitcoin. Voilà. Alors, je dissocie totalement l'usage, on ne va pas parler du Bitcoin, etc., l'effet médiatique qu'il y a, ce qu'on peut en faire, ce qu'on ne peut pas en faire, est-ce qu'il faut en acheter, rien à voir. Ce qui est intéressant, c'est la technologie qui est derrière. Et comment est-ce qu'on a fait pour désintermédier finalement ça? Mais là, on en arrive à cette fameuse blockchain, c'est-à-dire que chaque transaction que vous faites est enregistrée dans un bloc, d'accord? Donc un bloc, c'est un ensemble de données. Donc il y a le fameux Bob a donné 2 à Georges. Voilà. C'est ça qui est enregistré. C'est numérisé et enregistré. Il y a tout un tas de transactions. On peut dire on fait un bloc toutes les 10 minutes, ou on fait un bloc toutes les transactions, toutes les 30 secondes, ou on fait un bloc toutes les 100 transactions. Et dans ces blocs, il y a un enregistrement de X transactions. Mais ce qu'il y a aussi, c'est une clé qui lie ce bloc avec le bloc d'avant. Ça s'appelle un hash, c'est de la cryptographie. Ça. Voilà. Et ce qui veut dire que si on changeait une information au début de la blockchain, plus on remonte dans le temps, alors
à ce moment-là, pour que le bloc d'après soit cohérent, ça ne marche plus. Parce que le hash, en fait, identifie le bloc d'avant dans le bloc de maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est que cette chaîne de blocs garantit une certaine intégrité, et ce qui se passe, c'est qu'on va la répliquer dans un réseau sur plusieurs ordinateurs. Donc là, il y en a 4, mais il pourrait y en avoir 1000, il pourrait y en avoir autant que vous voulez. Ce qui veut dire que même si quelqu'un arrivait à pirater cette blockchain, changer l'enregistrement d'une transaction, parce que Georges, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, j'ai jamais donné les 2 € à Bob. C'est ça qu'il veut faire, Georges. Il veut dire j'ai pas donné l'argent, il est toujours chez moi, je l'ai dans ma poche. Donc j'efface ça, j'efface cette ligne, donc ça change le hash, donc le bloc d'après n'est plus valide, et celui d'après n'est plus valide, et celui d'après n'est plus valide. Même si j'arrivais à pirater tout ça sur mon ordinateur, le problème c'est que si cette blockchain a été répliquée sur le réseau 1000 fois, il y en a 999 qui vont dire hey John, non, moi j'ai pas la même copie. Donc là, on va toucher ce qu'on appelle la question du consensus, c'est-à-dire quelle est la machine qui a le droit de rajouter un bloc et pourquoi est-ce que cette machine-là a le droit de rajouter un bloc. Et donc ça, c'est là où le fameux Bitcoin fait scandale avec sa consommation énergétique, puisque le Bitcoin, eux, ils n'ont rien trouvé de mieux que de dire, bon ben voilà, pour qu'un ordinateur ait le droit de voter, il faut qu'il consomme une quantité d'énergie colossale, qu'il fasse un calcul compliqué, et très compliqué, pour avoir le droit de, pas de voter, mais ça se rapproche à peu près de ça. C'est pour ça que ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, aujourd'hui, on a 2 manières de faire. C'est-à-dire que soit on consomme beaucoup d'énergie comme ça, dans des systèmes ouverts, où n'importe qui peut voter, peut avoir le droit de rajouter une transaction, ou on a des blockchains qui sont permissionnées, c'est-à-dire qui sont fermées, c'est-à-dire que c'est un organisme qui contrôle les machines. Et après, il y a des startups, certaines d'entre elles sont basées à Blois, qui travaillent sur des systèmes ouverts et scalables. Donc ça, c'est toutes les histoires de consensus, il faut bien comprendre, et après, évidemment, on ne va pas creuser trop ces sujets un petit peu techniques, mais comprendre que ce qui est important dans une blockchain, c'est qui a le droit de voter. Bon, ben finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Alors jusque-là, je dirais, encore une image, imaginez que la blockchain, c'est un livre magique, et que, donc on est dans un monde fictif, là, et on va tous avoir un livre magique dans ce club-là. On est 50 personnes, on a tous un livre magique. Et ce qui se passe, ce livre magique a 2 propriétés. C'est que la première chose, c'est que dès que quelqu'un écrit quelque chose dedans, le livre, de lui-même, il vérifie si l'information est correcte ou pas. C'est-à-dire, si j'ai envie d'écrire, on est le 19 mars et il fait beau à Blois, le livre, il va réussir à authentifier que oui, c'est une information, c'est vrai. Par contre, si j'écris qu'il pleut, il va pas l'écrire, je ne pourrais pas l'écrire. Et la deuxième chose qui se passe dans ce livre magique, c'est que dès que j'écris quelque chose et que c'est authentifié par le livre, c'est répliqué sur tous les livres, sur tous nos livres. Ce qui veut dire que si j'ai écrit le 19 mars, il fait beau à Blois, n'importe qui dans la salle l'aura. Et dans 10 ans, si j'essaye de dire qu'il pleuvait le 19 mars à Blois, et même si moi j'arrivais à réécrire sur mon livre, vous allez tous me dire, ben non, c'est moi ma copie elle dit qu'il faisait beau. C'est ça la blockchain. C'est ça la blockchain. Donc ça sert à des intermédiaires, ça sert à coordonner des actions entre des acteurs indépendants, à vérifier les transactions en temps réel et à réduire le coût des transactions, évidemment, parce que tout ce tierce party n'est plus nécessaire, donc on a des réductions de coûts importantes, il y a une notion de traçabilité qui est importante, ça je vais passer. Et les cas d'usage, et je passerai la parole à M. Barbesange, sont de plusieurs ordres, évidemment. Vous avez tout ce qui est facilitation des échanges, paiement, on l'a vu avec les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, entre parenthèses,
il y a énormément de buzz, on peut en acheter, c'est spéculatif, etc. C'est intéressant d'un point de vue technologique, mais c'est pas forcément le sujet de la blockchain. Mais on voit bien qu'il y a un sujet de paiement, évidemment, la blockchain vient de là. Vote en ligne, échange de titres, tout ce qui est acte notariat, par exemple. Tout ce qui est grande distribution, la traçabilité des produits, pour savoir que, alors Carrefour, hein, avec les poulets, je sais que le poulet vient bien d'ici, qu'il est passé par là, à telle date, à telle heure. La blockchain va permettre d'authentifier. Et les titres de propriété, entre autres. Voilà, c'est le genre de sujet sur lesquels les communautés blockchain travaillent et la technologie répond à ce genre de questions. Pour ma part, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment changer de manière fondamentale la manière dont on peut aborder certaines questions, certains métiers. Je pense que ça, c'est la deuxième partie de la présentation. Bonjour, je vais essayer de continuer par un exemple, de vous présenter ce que l'on fait aujourd'hui donc avec ces technologies-là. Donc un exemple de tous les jours. Je vais essayer en quelques mots de vous présenter un service qui est basé sur l'utilisation de la blockchain. C'est un service qui est très facile à comprendre, donc on l'appelle Origin. C'est un service qu'on a mis en œuvre avec l'aide du bureau Veritas. On va y revenir. Comme je ne savais pas qu'il y avait des collaborateurs Worldline avant, j'ai juste un slide sur Worldline. Donc Worldline, c'est une entreprise dans les paiements. On est 11 000 collaborateurs dans 30 pays avec 2,3 milliards de chiffre d'affaires. Et donc on est basé Valais-Maillard, à Blois. Et donc je suis responsable dans cet établissement d'un service de recherche et développement. Donc voilà. Donc je vais vous parler du service, comment a débuté le projet, parce que c'est important aussi de comprendre ce point-là. Et puis après, comment on passe des pilotes à la production. Et c'est pas si... on vous a dit que c'était magique tout à l'heure, et là on est dans des parties de l'autre côté de la maison de la magie, en dessous. Donc le service Origin. Donc l'objectif, c'est de la traçabilité de nourriture. Vous êtes tous au courant des problèmes sanitaires ou des problèmes sur les origines de viande que l'on rencontre. Donc Bureau Veritas, son métier, c'est de faire de l'audit, de la certification, de valider des process. Et là, on a vu qu'il fallait donner de plus en plus aux consommateurs de visibilité sur le produit, tout son cycle de vie, depuis sa production jusqu'à sa consommation. Donc avec des solutions qui touchent à la fois les différents acteurs du cycle de vie et le consommateur final. Et on est dans un monde aujourd'hui, donc on l'a dit tout à l'heure, où tout doit devenir transactionnel, où on veut l'information quand on se pose la question. Donc on passe tout en temps réel et tous les process sont digitalisés et sont disponibles en temps réel. Donc en plus, comme dans les services recherche et développement, marketing de nos sociétés, on doit présenter de l'innovation. On est parti sur cette technologie blockchain, mais on n'est pas les seuls. Vous avez parlé de Carrefour tout à l'heure, et il y a d'autres concurrents qui sont également sur ce marché. Donc l'idée, le slogan, c'est donc on met un QR code, donc vous voyez ce que c'est sur les produits, et c'est scanner ce QR code pour avoir l'histoire du produit que vous avez en face de vous, que vous allez acheter ou que vous allez consommer en le sortant du frigo. Donc
donc comme je le disais, il y a à la fois des bénéfices pour toute la chaîne des intervenants, et puis également pour les consommateurs. Donc on a un contrôle, on a les informations pour tout le monde en temps réel. On n'est pas obligé de passer un coup de fil pour savoir où on est la réception de la commande. On interroge directement en explorant le ledger de la blockchain, donc le grand livre dont on parlait tout à l'heure. Et là, côté consommateur, ils peuvent aussi avoir une information. Donc cette information, ils savent qu'elle ne va pas être modifiée. Et également, c'est des informations, on donne des accès aux ONG pour qu'ils puissent contrôler aussi globalement des informations. Par exemple, on va le voir avec l'exemple du thon. Donc il y a des quotas de pêche sur le thon. Donc là, on peut savoir, avec le consommateur pourra savoir avec quel type de pêche le poisson a été pêché. Et puis également, si on le fait sur toute la zone de pêche, en consolidant les quantités pêchées, donc les ONG pourront contrôler que le plafond n'a pas été atteint. Donc à chaque phase du cycle de vie du produit, on l'enregistre dans la blockchain. Donc on l'enregistre de différentes façons. Soit il y a des systèmes d'information et on fournit ce qu'on appelle des API, donc un petit peu des prises qui vont aller chercher ces informations, on les structure et on les intègre dans la blockchain. Alors, dans la blockchain, on essaye de mettre le minimum de choses possibles. C'est pour ça on les condense. On a parlé d'hash tout à l'heure, empreinte en bon français. Donc ça permet par contre de s'assurer que ces informations, même si c'est dans d'autres documents, des images, etc., on pourra les contrôler avec ce qu'il y a à l'intérieur des transactions de la blockchain. Donc on fait tous ces enregistrements en temps réel, de façon ordonnée, et on espère aussi donc réduire ainsi les coûts parce que tout est automatisé. Et la difficulté dans ces projets, c'est de trouver un business model, c'est qui va payer pour qui et qui va payer quoi. Et donc là, chaque intervenant dans la chaîne paye quand il enregistre une information. Et normalement, c'est pour le bien collectif. Mais ça, c'est des choses difficiles à faire. Les business models en blockchain sont difficiles à faire. La blockchain, c'est des projets mettant en œuvre la blockchain, ce n'est pas des difficultés techniques, c'est des difficultés d'organisation. De la même façon, les différents acteurs vont pouvoir consulter la blockchain et puis donc avoir les informations qui les intéressent. Un transporteur qui va aller chercher sur les bateaux de pêche le thon, il va avoir les informations sur les dates, sur le nombre, etc. Donc il aura des informations ponctuelles mais détaillées. Le consommateur qui scanne l'info sur le produit, lui, il aura des informations plus génériques, où ont été pêchés, le type, la date, et puis la certification amenée par Bureau Veritas qui aura fait l'audit du tout le processus. Donc c'est des vrais QR codes, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez les scanner avec votre smartphone et vous aurez des informations. Donc quand on les a enregistrés, c'est très beau. Donc à chaque fois, après la pêche, après le transport, après le débarquement, le stockage, donc la mise en boîte, etc. Le magasin, voire le frigo, mais là il n'y a pas beaucoup de frigos qui vont envoyer encore d'informations à la blockchain. On peut suivre tout ce cycle de vie et avoir l'information rapidement, rien qu'avec un QR code. Donc, dans le rôle de Bureau Veritas, ça a été de définir les règles. Donc, dans une blockchain, on parle de gouvernance. Donc, il est très important puisque
on va mettre en commun des partenaires d'un écosystème. Donc on a dit tout à l'heure que dans les contrats, il y avait aujourd'hui deux parties, voire un tiers, le tribunal qui vient en cas de litige. Là, on est avec de nombreux partenaires. On essaye qu'ils aient tous le même objectif, c'est un plus, mais il faut monter des contrats collaboratifs, et c'est quelque chose qui est relativement difficile et complexe à mettre en œuvre. Donc, également, ce qui est important, tout à l'heure on a parlé de magie, en disant aujourd'hui il ne pleut pas à Blois, alors ça on peut le déclarer, mais pour le côté magique qui va le prouver, il faut que vous demandiez à un acteur de référence, par exemple Météo France, qui on espère dans 10 ans sera toujours là, qui va signer cette information et donc s'engager sur cette information. Et l'information qu'on va stocker, c'est l'ensemble, donc le fait qu'il fait beau à Blois aujourd'hui, et cette information, elle a été signée par Météo France, et dans 10 ans, on pourra encore contrôler cette signature. Donc le côté magique, je suis désolé, il se cache un petit peu derrière des techniques. Voilà. Donc, pour présenter aujourd'hui comment Veritas, au bureau Veritas donc contrôle ce workflow, cette chaîne de cette supply chain. Donc il le fait par sondage, comme on fait dans la plupart des audits et des certifications. Et là, avec la blockchain, on va pouvoir aussi explorer l'ensemble de la blockchain, essayer d'identifier, avec un autre mot technique, un gros mot qui est du machine learning, à quel moment on soupçonne un dysfonctionnement, et donc il va plutôt faire ses audits sur ces types de transactions qui représentent des actions des prestataires. Donc Bureau Veritas, il est responsable, comme tout à l'heure à Météo France, de l'exactitude des informations. Donc il le fait, donc on peut le faire parce qu'il y a des déclarations qui peuvent passer par des personnes, et il y a d'autres, donc on a des fournisseurs comme Siemens par exemple dans la chaîne qui directement ont donc des interfaces connectées et qui vont directement écrire ces informations dans la blockchain. Et nous sommes prestataires techniques dans ce dossier au niveau de la sécurité et des data centers. Donc rapidement, pourquoi c'est un cas qui est relevant, qui a un intérêt pour être traité dans la blockchain. Donc on a beaucoup d'acteurs. Donc le premier point pour dire une blockchain peut être intéressante par rapport à une base de données classique, par exemple, c'est qu'il faut qu'on ait un écosystème relativement complexe. Donc, et tout le monde interagit par rapport à une valeur, un asset qui est commun. Et donc, il est intéressé à développer de la valeur autour du suivi ou de l'échange de cet asset. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de cas qui correspondent. On en a cité un certain nombre tout à l'heure, mais c'est pas si simple que ça. Et on a beaucoup de POC qui ont été faits et qui ne donnent lieu à rien et aucun développement. Donc comme on l'a vu, on est dans un milieu commercial et il y a des informations qui sont confidentielles. Un pêcheur sur son bateau, il n'a pas intérêt que son confrère sache exactement combien il a pêché à tel moment, à tel endroit, donc avec les coordonnées GPS. Donc on doit définir par rapport aux données que l'on va conserver dans la blockchain, quelles sont les données publiques, quelles sont les données totalement privées ou quelles sont les données confidentielles. Et après, on a des technologies de crypto qui vont permettre de respecter ces engagements, ces orientations, pour ne pas diffuser des données confidentielles. Donc,
Pour le projet, donc, on démarre toujours par un pilote pour ne pas avoir un projet tunnel. Donc il y a une phase de préparation qui est importante. Il faut bien comprendre ce que les utilisateurs attendent du projet. Il faut bien comprendre, donc avoir le vocabulaire métier et puis définir le workflow donc, que l'on va suivre, ainsi que donc, les règles qu'on va utiliser donc, et qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps imparti. Ensuite, on a une phase de réalisation, de test. Il faut revenir, c'est du développement agile, il faut revenir vers les utilisateurs pour s'assurer que ce qu'on produit correspond bien à leur attente. C'est classique en développement actuel. Et c'est un objet, on a dit que c'était médiatisé tout à l'heure, donc il faut beaucoup communiquer. Donc on passe presque autant de temps à communiquer qu'à réaliser. Avec des vidéos, en allant à des expositions. Donc là, c'est des expositions qui à l'international, à Tokyo ou dans d'autres pays, et faire des white papers sur le sujet. Donc techniquement, on est dans un domaine qui n'est pas du tout stable. Je dirais presque tous les mois ou tous les 15 jours, il y a une nouvelle technologie qui sort, qui est sur le papier meilleure que la précédente. Là, pour développer cette solution, on a pris une des solutions qui est dans le top 10 des solutions techniques, mais on n'est pas du tout sûr de sa pérennité. D'ailleurs, aucune solution actuellement sur le marché assure une pérennité pour ce type de projet. Et donc, il faut essayer de bien travailler en couche et de se dire que demain, on devra peut-être remplacer une technique par une autre. Et ça, c'est aussi une des contraintes de ce type de marché aujourd'hui qui démarre. On est au tout début et c'est un des problèmes à prendre en compte. Donc comment on le fait, donc tout à l'heure je disais qu'on était parti sur du thon, mais il y a également des tas d'autres produits, donc il faut avoir une solution qui par paramétrage s'adapte à tout type de produits, des produits alimentaires mais aussi des médicaments. Donc en Europe on nous demande aussi maintenant de suivre du tabac, etc. Donc il y a plein de produits avec des workflows qui sont un petit peu différents, donc il faut pouvoir les traiter par paramétrage. Donc également aujourd'hui quand on exploite des solutions informatiques en général, donc soit on les sous-traite, il y a des sociétés qui hostent vos applications, soit on le fait directement dans ses propres équipes de production, c'est notre cas. Par contre, là on voit qu'on a des partenaires différents et chaque partenaire a ses propres règles. Donc se mettre d'accord avec tous les partenaires, on a vu qu'il y avait des côtés tout à l'heure contractuels, et là aussi il faut se mettre d'accord avec les autres partenaires qui vont héberger des nœuds du réseau dont on parlait tout à l'heure, et c'est aussi des problèmes complexes. On le fait de 2 à 2, après on intègre un autre, il n'a pas les mêmes règles, donc on n'a pas les mêmes images Docker, etc. Et c'est quelque chose de complexe, il faut faire des concessions, et c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude dans des sociétés où tout le monde est un petit peu expert technique et considère qu'il a forcément raison. Donc c'est aussi un des points difficiles d'assurer correctement la gestion dans le temps de ce type de projet. Juste un slide sur les retours des développeurs et de la production. Donc on est dans des nouvelles technologies, on apprend en avançant, on n'est pas toujours sûr de la méthodologie et de ce qu'on va voir. Le déploiement, donc il n'y a pas de standard non plus, il n'y a pas d'autorité centrale, donc il faut se mettre d'accord, je le répète, entre plusieurs parties et c'est difficile. Il y a des aspects aussi, il y a le règlement par exemple sur la GDPR en anglais, et là on vous dit qu'on a le droit à l'oubli sur les données,
alors que dans la blockchain, par définition, c'est immuable. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit traiter, des droits d'accès qu'on doit traiter autour. Tout n'est pas à mettre dans la blockchain parce qu'autrement, après, les évolutions sont difficiles. Donc où on en est aujourd'hui sur ce projet de traçabilité. Donc, on trace du thon avec plusieurs sociétés donc en Asie. On trace également de la crevette. Voilà, c'était un peu les mêmes techniques. Des céréales et puis des oranges pour du jus d'orange. Il y a aussi des demandes dans ce domaine-là. Donc ça, c'était en fin d'année dernière. Aujourd'hui, on a des dossiers beaucoup plus importants, mais sur lesquels on ne peut pas communiquer. Mais c'est quelque chose qui se développe et donc on a beaucoup d'intérêt de plusieurs sociétés dans ce domaine-là. Après, il y a tout un tas de standardisation, donc GS1 pour les codes barres des produits. Comment on va pouvoir réinstaller plus de nœuds qu'aujourd'hui, et ça, comme je le disais, techniquement c'est difficile. Comment aussi explorer les informations pour en déduire plus de valeur. Là aussi, c'est des choses qui arrivent. Et puis, comment on peut s'intégrer mieux dans les systèmes d'information existants. Donc voilà en quelques mots comment on peut illustrer la mise en œuvre d'un projet avec, on espère, des intérêts. Donc on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs solutions sur le marché. Donc on essaye aussi de voir comment on va pouvoir les interfacer éventuellement entre eux. Donc il y a des actions aussi dans ce domaine. Mais la traçabilité de procédure, la traçabilité de nourriture, c'est quelque chose qui utilise les techno-blockchain, dans lequel il n'y a pas de spéculation. Donc il n'y a pas énormément de consommation d'énergie, etc. Donc on voit qu'on peut les utiliser pour des services qui seront utiles, on l'espère, à tout un chacun. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait, actuellement par exemple, il y a un sujet d'actualité, c'est de savoir le contenu d'un bateau qui a coulé. Qu'est-ce qui fait qu'il y aurait plus de volonté politique à l'organiser autour d'une blockchain qui certifie qu'il y avait des tas de saloperies à l'intérieur, plutôt que le registre classique sur lequel on est censé enregistrer tout ça? Alors après, derrière, comme je l'ai dit, il faut un business model. Il faut que les acteurs qui investissent, parce que ça a un certain coût, dans cette technologie, trouvent leur compte. Vous parlez de bateaux, mais on a travaillé également sur des véhicules. Vous savez bien que, par exemple, sur des automobiles, on a en Europe 20% des kilométrages sur les voitures d'occasion qui sont modifiés lors de la revente. On a travaillé dans ce domaine-là pour essayer de certifier le cycle de vie d'un véhicule, son kilométrage, toute la maintenance, les interventions, voire aujourd'hui, avec les ordinateurs de bord, on a des informations sur le type de conduite de l'utilisateur, etc. Et l'intérêt après, c'est que si vous revendez un véhicule qui aura été intégré dans cette procédure avec une mise à niveau de ces informations sur une technologie blockchain, on espère pouvoir le revendre plus cher qu'à côté un véhicule qui n'aura pas, lui, été certifié, et vous aurez des informations déclaratives, donc avec un beau sourire du vendeur, de la personne qui vous le vend, mais vous devrez lui faire confiance, alors que de l'autre côté, on peut avoir des process qui sera beaucoup plus difficile à modifier si vous voyez des incohérences de kilométrage, là on pouvait par exemple enregistrer toutes les factures faites. On peut aussi avoir des garagistes référencés, donc on a aussi les informations de la préfecture qui dit à quel moment a été mis en service le véhicule.
Et là, on peut les contrôler. Comme je disais tout à l'heure, on contrôle ces signatures, donc on contrôle l'exactitude de ces informations, et il est très difficile de toutes les modifier. Donc, il y a des pays comme la Belgique qui ont ce type de référentiel d'information. Donc, c'est des choses que l'on pourrait aussi espérer. Et l'intérêt, c'est de vendre plus cher quelque chose qui a été certifié, qui est vérifiable, par rapport à quelque chose de déclaratif. Également, là, sur le suivi de la nourriture, l'intérêt, c'est les marques veulent développer de la confiance par rapport à leurs consommateurs, et ils se disent que ça va développer de la valeur et que le consommateur il ira plutôt vers leur produit que vers un produit qui ne pourra pas raconter cette même histoire. Ça ne marche que s'il y a une contrepartie de valeur, ce que vous disiez tout à l'heure. Ah oui, autrement on peut faire des POC techniques, mais je ne suis pas sûr qu'ils aillent très très loin. Donc il faut de la valeur et il faut aussi faire un petit peu des économies, mais ça veut dire derrière qu'on est dans un process qui déjà doit être digitalisé, numérisé. Le premier stade pour beaucoup de projets, c'est de passer à un stade de numériser l'ensemble du workflow. Et après, s'il y a lieu, on peut le sécuriser. Je ne sais pas si vous voulez tester. Oui, c'est clair que je pense que, pour compléter ce que disait M. Barbesange, dans la blockchain, sur le sujet de traçabilité, qui est un cas d'usage précis, c'est clair qu'il y a toujours la question de l'acquisition de la donnée. Donc là, vous allez avoir les mêmes challenges que l'on peut avoir avec n'importe quelle technologie. D'où l'intérêt d'avoir, par exemple, un bureau Veritas. Par exemple, dans les cas d'usage, il y a la traçabilité du diamant aussi. C'est un des cas d'usage qui me passe par la tête. Et évidemment, ça ne marche dans la blockchain que si vous avez la technologie qui vous permet d'injecter le digit, c'est-à-dire la donnée digitale, dans ce diamant. Donc ça, c'est des projets à part entière. Et derrière, je pense que pour répondre à la question, il y a toujours... Il y a d'énormes questions dans l'écosystème sur ce qu'on appelle une blockchain permissionnée, c'est-à-dire organisée par un parti de confiance. Si je reprends mon analogie, Internet, blockchain, c'est ce qu'on peut, quelque part, je fais des approximations, mais c'est un petit peu un intranet, c'est-à-dire que c'est une blockchain qui peut, c'est typiquement ce qu'on a avec, si vous avez entendu parler de Ripple, qui gère des transactions interbancaires. Il doit y avoir, alors je ne sais plus maintenant, environ 20 banques partenaires qui ont un réseau administré entre eux, et les banques se font mutuellement confiance. Donc on va dire que c'est un intranet, entre guillemets. Je sais que ça... C'est des approximations. Et donc il y a ces systèmes-là où la blockchain a des avantages en termes de traçabilité, et la blockchain totalement ouverte où là n'importe qui peut avoir un accès et peut valider, ou un droit de valider des transactions. Donc les blockchains ouvertes, la première étant le Bitcoin, il y en a pléthore de suite. Ce sont deux approches totalement différentes, et ce sont des approches sur lesquelles l'écosystème n'a pas encore statué. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire si ça ira 100% dans une direction ou dans l'autre, ou si ça sera un mix des deux. A priori, ce sera probablement un mix des deux. L'écosystème se cherche encore un peu, c'est vrai. Je pense que vous l'avez très bien expliqué sur le fait que l'écosystème n'est pas encore mature. Il y a des solutions technologiques qui sont valides aujourd'hui, qui ne sont plus demain, etc. Vous avez d'autres questions ? À votre avis, à quel horizon justement ces technos vont se stabiliser pour devenir matures? Parce qu'il y a une position d'attentisme par rapport à blockchain aujourd'hui constatée un peu partout.
Si on veut que ça s'accélère, que ça avance plus rapidement, il faut peut-être justement passer par une phase de stabilisation des technos. Oui, une phase de stabilisation, et il y a alors pour les gens qui sont intéressés dans l'évolution d'Internet, Internet a eu un grand moment, c'était son moment Netscape. Vous vous rappelez le Netscape, l'ancêtre de Google. Le web existait, mais personne n'en faisait rien, on ne savait pas. Les gens se cherchaient. Et je pense que la blockchain, on est encore là. Il y a des questions encore fondamentales dans l'écosystème qui se posent sur globalement, aujourd'hui, vous avez un monde où vous avez des blockchains permissionnées qui ont un avantage de pouvoir d'être scalables technologiquement, mais qui restent permissionnés. Donc il y a surtout les créateurs de la blockchain initiale, c'est-à-dire les gens qui sont à l'origine de ces concepts, de ces philosophies, je dirais, disent mais non, il ne faut pas que la blockchain soit permissionnée. Et vous avez ces milliers de startups qui essayent de créer des blockchains non permissionnées, Tron, EOS, Tralala, il y en a plein. EOS surtout, et qui n'a pas trop marché. Enfin bref, on ne va pas rentrer. Et vous avez l'autre approche et toutes les technologies transverses. Mais il n'y a pas eu encore le Netscape moment, comme on dit en anglais, de la blockchain, la personne ou la techno qui apporte un vrai portail ouvert sur la blockchain. Aujourd'hui, il n'y a pas le Google de la blockchain. C'est un écosystème qui reste quand même un écosystème de spécialistes. Vous n'avez pas un portail pour monsieur et madame tout le monde, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va rester comme ça et finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien? Ça veut dire qu'on va avoir des technologies dont l'architecture derrière est gérée par la blockchain, parce que je pense que quand vous allez au supermarché, que vous achetez de la viande ou du poisson, ce qui intéresse le consommateur, c'est de pouvoir scanner ce QR code et d'avoir la traçabilité. Après, que le consommateur comprenne comment ça fonctionne derrière, est-ce qu'on arrivera à un moment où le consommateur a plus d'interaction avec le système ou pas? C'est difficile à dire. Aujourd'hui, on ne sait pas. S'il y a une fausse information S'il y a une fausse information qui est passée, comment on fait pour enlever à un moment donné cette fausse information? Alors là, en théorie, dans la blockchain, vous ne pouvez rien changer. C'est-à-dire que si l'information est renseignée à l'instant T fausse, il pleut, il fait beau, d'où, parce qu'évidemment la magie n'existe pas, d'où l'importance de valider cette information de manière sécurisée au moment où elle est renseignée dans la blockchain. Après, il y a des possibilités qui apporteront des solutions à ça, mais aujourd'hui on n'en est pas là. Mais aujourd'hui la donnée est figée.